L'éducation nationale est accro à Microsoft. Chaque année, des dizaines de millions d'euros qui s'envolent en licence. Pourtant, certains lycées, ça les fait bien rigoler, parce que eux, ça fait des années qu'ils ont décroché. Linux, logiciel libre, de l'open source partout où c'est possible. Et ces profs hackers, qu'on prenait pour des marginaux il y a 20 ans, ils sont aujourd'hui 10 000. Et le ministère commence à les écouter. Alors, est-ce que c'est le début de la fin pour le monopole américain dans nos écoles, ou un combat perdu d'avance? Alexis Kaufmann, prof de maths, vient nous raconter les coulisses de cette guérilla. Mais juste avant, j'ai un message pour tous ceux qui créent des applications en no-code ou avec l'IA. Hostinger, qui sponsorise cette vidéo, vous propose un hébergement pour mettre en ligne vos projets facilement. Que vous utilisiez Lovable, Bolt ou même Claude pour construire vos applis, Hostinger peut les héberger en quelques clics. Vous codez, vous l'envoyez sur GitHub et votre site se met à jour automatiquement. Et si vous codez avec Cursor, vous pouvez même déployer directement, bam, depuis l'éditeur. Rien à configurer, sécurité, mise à jour, performance, il s'occupe de tout. Avec les offres de début d'année, ça fait 2,99€ par mois sur le plan 48 mois, plus le code underscore où vous aurez moins 10%, ce qui est assez imbattable. Je vous mets ça en description avec un tuto non répertorié que j'ai fait pour vous initier à utiliser Git et Hostinger. Et on reprend. En gros, la première étape qu'on s'est dit, c'est qu'il faut qu'on décrive le problème. Et je trouve que un des meilleurs exemples de ça, c'est un événement qui a eu lieu il y a pas si longtemps, le 10 octobre dernier. Une cyberattaque donc de ransomware, comme il en arrive malheureusement régulièrement, a touché l'intégralité des lycées des Hauts-de-France. Et il y a un chiffre qui est assez frappant, qui toi t'as marqué, c'est le coût qui allait être nécessaire, si j'ai bien compris, pour remettre tout ça en marche globalement. Et pour faire des mises à niveau. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est un peu un cas d'école d'un problème qui existe en France ? Ouais, il y a eu une attaque dans les lycées des Hauts-de-France qui était centralisée avec des serveurs, etc. Parce que c'est aussi lié au passage de Windows 10, Windows 11. Et du coup, il y a un des membres de la DSI des Hauts-de-France, le service informatique, qui a dans la presse, il a cité le chiffre de 10 millions d'euros pour 30 000 PC. Pour renouveler 30 000 PC. Ouais, qui n'allaient pas passer la migration, l'update de Windows 10 à Windows 11. Et moi, du coup, j'ai extrapolé, parce que les Hauts-de-France, c'est plus ou moins 10% de l'éducation nationale, en fait. Et il suffit, en extrapolant, tu multiplies par 10, et donc tu te retrouves avec un coût de 100 millions pour 300 000 machines. Pour faire une mise à jour de système d'exploitation. Qui n'était pas, qui était imposé par Microsoft. Parce que Microsoft a déclaré qu'ils arrêtaient le support de Windows 10. Oui, une date de péremption. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas l'historique pourrait se demander comment ça se fait déjà de base que l'ensemble des ordinateurs des lycées Hauts-de-France soient sur un unique système d'exploitation américain. J'imagine que en fait, le sujet il est plus vaste que ça et que ça peut valoir pour la suite, les suites d'édition de la suite Office par exemple. De Zoom, Google Meet, tous les outils nécessaires pour travailler ensemble. Qu'est-ce qui a mené à la situation telle qu'elle existait aujourd'hui ? Il y a plusieurs questions dans la question. Il y a celle de qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve avec des ordinateurs sous Windows. Bon, une première réponse, c'est ce que j'appelle la vente liée. C'est-à-dire, en fait, généralement, quand tu achètes un ordinateur, il y a Windows dedans. Ou Mac, Mac OS, etc. T'as rien demandé, et puis il n'y a pas le prix du matériel et le prix du logiciel. C'est un combo, les fabricants se sont mis d'accord, voilà. Du coup, c'est un peu clé en main, tout ça. On nous vend une sorte de facilité, genre on s'occupe de tout, vous avez juste à utiliser, etc. C'est plus facile s'il y a une société comme Microsoft qui propose un contrat global avec une maintenance, un machin, et ça tourne, quoi. Donc les ordinateurs étaient paralysés parce qu'il fallait intervenir sur site, en fait, pour relancer tout ça. Et il y a... En gros, ransomware, ça veut dire disque dur entièrement chiffré. Parfois, ils modifient même les secteurs de démarrage. Enfin, en gros, faut arriver avec une clé de secours et complètement ressusciter la machine, globalement. C'est toi le spécialiste. Toujours est-il qu'il y avait un lycée dans la région, à Breuil-la-Bussière, le lycée Carnot, qui, lui, avait ses postes sous Linux depuis un certain temps, et qui a proposé au lycée voisin d'installer une distribution Linux, mais aussi des logiciels qui fonctionnent hors connexion. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup, ils proposent des distributions Linux adaptées à l'éducation. Ça s'appelle comment ? Alors, pour le primaire, ça s'appelle Primtux. Primtux ? Ouais. C'est toujours géniaux, les noms. Primaire Linux. Ouais. Et pour le secondaire, ça s'appelle la distribution Linux NIRD. NIRD pour numérique, inclusif, responsable et durable. Et si tu veux, la distribution...
non seulement c'est une alternative à Windows, mais tu peux la personnaliser et tu peux mettre ce que tu veux dedans. Et tu peux en faire comme tu peux l'adapter, tu peux en faire un ordinateur, si tu veux, prêt pour l'enseignement, quoi. Le message, c'est que là, on a un système d'exploitation qui permet de faire tout ce dont ont besoin les élèves. Il n'y a pas de trou dans la raquette particulier. Il peut faire de l'édition de texte, c'est pas du Excel. Si, il peut y avoir des trous dans la raquette. Ah. Parce que tu peux avoir des logiciels spécifiques, par exemple en techno, SVT, physique, où l'éditeur s'est dit, bon, bah, c'est Windows qui est dominant, je vais pas m'embêter à créer une version Linux pour 1% ou 0,1% du parc, quoi. Donc tu as des choses comme ça. Okay. Et comment ils font dans ce cas-là ? L'idée, c'est que Linux se développe et que donc au bout d'un moment, les éditeurs sentent qu'il y a quand même une pression. Il y a assez de postes Linux dans les établissements pour qu'il faille s'en préoccuper et aussi proposer une version Linux. Un bon exemple ou contre-exemple, c'est Pronote, par exemple. Tu vois, parce que tout le monde connaît Pronote, le logiciel de vie scolaire, évaluation, etc., notes. Lui propose un client Windows, mais pas un client Linux, quoi. Et une version en ligne, mais la version en ligne est un peu dégradée par rapport au client Windows. Ouais, une espérance qu'aussi le parc change. À un moment, la pression sera suffisamment forte pour que les clients soient développés. Et pour expliquer un petit peu, justement, toi, ton histoire, ce qui est intéressant, c'est que, alors déjà, de ce que j'ai compris, tu t'es fait recruter sur un tweet. C'est vrai. J'ai été recruté sur une candidature spontanée que j'ai fait sur Twitter. Libre candidature, il y a marqué. Bonjour. C'est une anecdote, mais c'est vrai que c'était à la suite du Covid. Le Covid avait montré qu'au niveau numérique, l'éducation nationale avait quand même certaines failles, notamment dépendait beaucoup de solutions propriétaires. Et ça coûtait très cher, et puis deux, on n'avait pas forcément un ensemble de services qui étaient cohérents, harmonisés. Comme il y avait quand même quelques critiques et tensions, ils ont proposé une grande consultation qui s'appelait les États généraux du numérique. Et ensuite, un bilan de cette consultation, 40 propositions. Il y en a une, c'était sur le livre éducatif. Et moi, je me souviens que j'ai dit, pour celle-là, j'ai dit, moi, si vous voulez, embauchez-moi. Et moi, j'essaye de lancer et de faire vivre cette proposition. Et ben, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, c'est cette nouvelle communauté dont vous avez été à l'initiative, qui s'appelle donc La Forge, qui réunit quand même 10 000 profs, si mes souvenirs sont bons. Mais en fait, il y en a plein, donc des profs qui développent de leur côté des initiatives. Et je trouve que le plus simple, c'est de montrer quelques exemples. Il y en a un qui est assez marrant, qui s'appelle MindStory. Qu'est-ce que c'est, par exemple, MindStory ? C'est construire des sites ou des bâtiments ou quelque chose de remarquable à côté de leur établissement scolaire. En l'occurrence, là, on est dans l'école primaire. On est avec des enfants qui ont 10-11 ans. Et on voit les images, mais et qui sont, ça n'est pas Minecraft. Capables carrément de reproduire Notre-Dame de Paris, et sur une alternative open source, parce que tout le monde pense à Minecraft, mais non, ça n'est pas Minecraft. Mais donc c'est sur des outils open source où on n'est pas obligé, parce que je crois aujourd'hui Minecraft, on est obligé d'avoir un compte Microsoft. Et ça peut être coûteux aussi pour un établissement scolaire. Enfin, et puis mine de rien, Minecraft qui est super, je dis pas, mais ça a été quand même racheté par Microsoft, 2,5 milliards de dollars. Donc on préfère savoir où c'est hébergé, etc. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple où et ça, c'est une initiative. Ce sont les élèves qui créent, qui partagent, qui collaborent, qui publient, et c'est important. Mais pour comprendre un petit peu, c'est quoi la mission de la Forge ? Qu'est-ce que vous faites en fait ? C'est-à-dire qu'il y a un prof qui développe un truc dans son coin, et vous sentez que ça marche bien, vous le prenez, et le but c'est de faire grandir, d'augmenter l'adoption, c'est ça ? Comment on résume un peu le modèle ? Le slogan de la Forge, c'est « L'union fait la forge ». L'union fait la forge. Alors, parce qu'on aime bien les jeux de mots, on a un autre, c'est que la forge soit avec nous. Que la forge, nous et pas seulement avec moi. Depuis que le numérique existe et le numérique éducatif existe, t'as toujours localement des profs qui créent des trucs parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur boulot. C'est exactement comme ça que moi j'ai commencé Framasoft. Ce qu'il y a, c'est que pendant 15-20 ans, ces profs-là, ils créent des trucs de manière un peu isolée, peu ou pas du tout repérés par l'institution, et qui n'étaient pas soutenus, quoi. Mais c'était quand même sous licence libre, parce que ces profs-là avaient aussi cette conscience-là et cette volonté-là. Et moi, quand je suis arrivé, les profs d'informatique m'ont dit non, nous, pour travailler, on aimerait bien disposer d'une forge logicielle.
Les forges logicielles, ce sont des outils d'informaticiens pour travailler collaborativement sur le code, mais ça peut être aussi du texte. Un exemple que certains connaissent, c'est GitHub. Mais toujours est-il que quand les profs d'info ont dit nous, on a besoin d'une forge pour travailler, pour tester, pour montrer à nos élèves, etc., on s'est dit OK pour les profs d'info, mais on va essayer de faire un truc global pour tous les profs et tous ces projets qui sont Okay. on va essayer de les réunir, de les fédérer. Donc moi, je suis prof, en gros. C'est-à-dire que je monte un projet, un site web ou une application. J'ai un endroit où je peux pousser ce code-là, Ouais. qui est central. Est-ce que l'hébergement aussi va être un truc qui est géré pour moi dans ce projet-là ou pas? Ouais. Après, cette forge est venue sur les services informatiques du ministère, en l'occurrence de là où je travaille, c'est la direction numérique pour l'éducation, opérée, hébergée chez nous. Et puis ce qui se passe aussi, c'est que quand les projets se réunissent, ils interagissent, ils apprennent à se connaître, tu crées des dynamiques, parce que l'un des enjeux aussi, c'est de faire en sorte que ces projets libres, sous licence libre, deviennent des communs numériques. Pour la faire très courte, un commun numérique, c'est trois piliers, 3 ingrédients: ressources, communauté, gouvernance. Et à la limite, les personnes sont plus importantes que le produit, quoi. Parce que le point de départ, c'est que généralement un prof qui partage un truc. Et puis parfois, en le partageant, il y en a d'autres qui disent c'est super ce que tu fais. Il y a quelque chose. Donc ce qui fait que la forge, c'est un joyeux bazar, mais il y a des agrégations comme ça qui sont de manière un peu darwinienne d'ailleurs, tu vois. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a pas une décision d'en haut qui dit toi, on va te mettre en tête d'affiche. Enfin, je veux dire, quand tu arrives là-dessus, c'est une sorte de proto App Store, en disant, si on fait un résumé, on peut voir les projets les plus actifs sur les 10 derniers jours. Et du coup, tu as une émergence où naturellement, tu peux aller découvrir en fait une appli. Mais à un moment donné, tu as parlé de tête d'affiche. Moi, mon boulot, et je ne suis pas tout seul, mais on cherche aussi à faire émerger les pépites. Parce que tu vois, il y a 6500 dépôts. Ah ouais. Ah, quand même. Donc ça a bien pris en fait. 500 projets, et de montrer que les profs peuvent aussi arriver. C'est pas juste du bricolage, c'est pas juste du bidouillage, c'est pas des trucs qui fonctionnent dans certaines conditions, mais pas d'autres. Du vrai logiciel, oui. Exactement. Et pour donner quelques exemples justement de ces projets qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui sont, je trouve, assez sympas pour leur diversité. Il y en a un exemple que j'ai bien aimé, c'était PhiloGPT par exemple. Donc tu as une interface où tu peux discuter avec n'importe quel philosophe. C'est trop bien. C'est trop bien. Et donc là, tu as ta liste des grands noms de la philosophie. Tu peux discuter avec Socrate ou avec je vois pas d'ici. Marx ou toute la clique. Il y a un autre exemple qui est sympa, c'est Execubot. Est-ce que tu veux nous expliquer comment ça marche? Donc, si mes souvenirs sont bons, ça te permet d'apprendre à programmer avec un petit robot. Mais du coup, j'avoue, j'ai regardé avant l'émission, mais j'ai pas essayé. Tu dois choisir le parcours qui est proposé par l'algorithme, en fait. Tu vois, c'est avec les flèches ou avec le clavier. Et reconnaître. Tu dois exécuter. Et tu dois être le premier. Si tu le fais en mode duo, tu dois être le premier à faire le bon parcours qui est proposé par l'algorithme. Après, tu as des trucs beaucoup plus ambitieux. Tu as carrément Primtux. Tu vois, Primtux, j'en parlais tout à l'heure, c'est un système d'exploitation fait par les professeurs des écoles, pour les professeurs des écoles et pour équiper les écoles primaires. Donc là, c'est carrément le combo complet. Et justement, dans les plus gros trucs, il y a une question que, on prépare l'émission, on en rigolait, mais c'est sûr que ceux qui sont encore étudiants, qui l'ont été il n'y a pas si longtemps, se sont forcément posé la question. Je connais par exemple Zoom ou Meet, je sais que c'est des trucs qui marchent. Je connais moi les trucs qui sont les plus utilisés. Pourquoi quand je vais à l'école, j'ai des trucs différents, j'ai des logiciels bizarres, des Big Blue Button que je ne connaissais absolument pas. D'où ça vient? Est-ce que c'est des choses qui font maintenant partie de la forge? Tu vois, on parlait le système d'exploitation. Est-ce que ces autres briques fondationnelles sont des services proposés ou que tu aimerais proposer? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de complètement séparé? Donc il y a une brique open source qui est Big Blue Button. Donc Big Blue Button, c'est pas du tout un produit du ministère. C'est une ressource qui est au Canada, en fait. Historiquement, c'est au Canada. Le ministère l'utilise comme alternative à Zoom. Il a une instance Big Blue Button. On a une instance chez nous, c'est-à-dire qu'en fait, c'est hébergé chez nous, c'est sécurisé. Comme les gens font de l'auto-hébergement d'ailleurs. Et tu as des solutions clés en main que tu peux héberger chez toi. Voilà. Parce que tout le monde ne sait pas forcément. C'est tout un boulot, parce que mine de rien, je te disais, nous, on a tout de suite des grands nombres, donc il faut assurer ce qu'on appelle la scalabilité, le passage à l'échelle. Ouais. Il y a cet ensemble de briques. Ce que j'aime bien avec l'exemple Big Blue Button, c'est que non seulement on utilise du logiciel libre, mais on participe à la gouvernance et on participe à on finance du développement
C'est-à-dire qu'en fait, on identifie des besoins, on aimerait bien avoir ceci, cela, on discute avec l'ensemble de la communauté et la boîte canadienne, etc. Et puis, on finance, ou on le développe en propre si on a les compétences, ou on fait appel à la Presta pour améliorer ensemble le logiciel. Ce qui fait que nous, on améliore le logiciel parce qu'on a pour nos propres besoins, mais le logiciel est libre. Et donc, l'amélioration qui a été financée par le ministère, donc sur fonds publics, donc sur nos impôts, donc sur vos sous aussi également, ça bénéficie à tout le monde, en fait. Mais on a aussi un service qui s'appelle Tube, qui est basé sur PeerTube, un service qui est proposé, qui est développé par Framasoft. Un peu alternative à YouTube, un partage de vidéos. Pareil, on a fait un petit partenariat à l'époque avec Framasoft. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos profs ne sont pas obligés d'aller sur YouTube pour publier leurs vidéos. Et ils peuvent le faire dans un hébergement sécurisé. Puis on peut même aussi faire, parce que comme mine de rien, il y a aussi la sensibilité des données personnelles, des élèves, etc. On peut le faire de manière ouverte, fermée, etc. Si tu veux agréger des projets d'élèves, c'est pas ouf. On a aussi Nextcloud, tu vois. Nextcloud, c'est une alternative à Google Drive, pour le dire vite. Où un prof peut partager des fichiers. Et ça, peu de gens savent. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout obligé d'utiliser les outils des GAFAM, en fait. Les profs peuvent utiliser ces alternatives et le font. On a pas mal parlé du cadre de la dépendance à des solutions propriétaires américaines et de l'autre scénario qui est la maîtrise totale, le libre. Moi, j'étais curieux d'avoir ton avis sur le fait qu'il peut exister aussi quelque chose d'entre-deux dans la souveraineté qui est en fait la commande publique, qui est de dire en fait, autant dépendre d'un organisme américain, c'est pas souhaitable. Maintenant, utiliser l'argent de l'État pour commander et faire grandir des boîtes françaises, c'est un truc qui a notoirement manqué pour développer un écosystème tech français. C'est qu'on le sait très bien que tous les GAFAM, ils ont eu tous des contrats énormes avec l'administration américaine, la CIA et compagnie. C'est ça qui a cimenté le début de la croissance de tous les GAFAM et que nous, on n'a pas du tout vu en France. Tu vois, quelle est ta vision de ça, toi? Qu'est-ce qu'on a fait par le passé pour créer de la ressource numérique éducative? On a fait de la commande principalement et majoritairement de la commande publique, des marchés publics, en stimulant ce qu'on appelle les startups de l'éducation, on appelle ça l'EdTech chez nous. Donc, on a passé, pendant des années, et on continue à le faire aussi, hein. On a fonctionné comme ça pendant des années. Mais on a oublié que nos profs étaient aussi capables de fabriquer leurs propres ressources. C'est additif. C'est pas... Et deux, si tu veux, on a passé des marchés avec ces EdTech où on n'exigeait rien en termes de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'en fait, les boîtes repartaient avec l'ensemble du code ou des contenus ou des données qui avaient été financés, tu vois, pendant le temps du marché. Et ensuite, si on voulait continuer à utiliser leurs services, fallait payer des licences, fallait payer des abonnements. Et ça, quand il y a beaucoup d'argent dans les caisses de l'État, ça peut fonctionner. Quand il y en a un peu moins, c'est compliqué. Et surtout, on capitalise sur rien. Parce que tu vois, si les boîtes repartent avec l'ensemble de ce qui a été financé, qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on conserve? Alors que justement, penser à travailler avec le libre, avec l'open source, avec les communs numériques, c'est aussi l'un des maîtres mots chez nous, c'est la pérennité de ce qu'on investit. On veut travailler sur le long terme. Et justement, des projets comme Apps Éducation ou comme la Forge, y participent. Ça me fait penser justement, aujourd'hui, on voit une explosion de petits projets qui sont vibe codés, comme on dit. Il y a une sorte de barrière à l'entrée pour créer ses propres applications qui est en train de diminuer avec les nouveaux outils d'IA. J'ai l'impression que ce vers quoi on se dirige, c'est que l'utilisateur final est de plus en plus en capacité de créer sa propre application qui lui convient exactement parce qu'il a la connaissance la plus exacte de ce dont il a besoin. Et je suis curieux de savoir dans le cas de la Forge, par exemple, est-ce que c'est un truc que tu observes? Absolument. Que les profs commencent à de plus en plus développer leur truc? C'est pour ça qu'on a les 10 000 comptes sur un outil d'informaticien, parce que en fait, c'est des profs assez avancés dans l'utilisation du numérique. Et là-dedans, tu as effectivement une nouvelle génération d'enseignants assistés par IA dans la création, dans le vibe coding, comme tu dis. Et d'ailleurs, on les aide parce qu'on a par exemple une application qui s'appelle Créer Appli, où en fait, on va vraiment les aider à faire un bon prompt, sans oublier la licence libre d'ailleurs qui va avec, tu vois, pour qu'ils puissent. Alors après, c'est des applications un peu entre guillemets basiques parce que ça va être sur une unique page HTML, JavaScript, etc. Mais en tout cas, ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que des profs qui peuvent avoir une idée et tout de suite en faire un prototype, quoi. Très stylé. Merci beaucoup. C'était hyper intéressant. Et on espère que les gens auront découvert des trucs. Si ça vous a intéressé, je vous conseille d'aller jeter un œil à notre vidéo sur
ce que les Américains ont compris sur le cloud et pas nous. Où un patron d'une boîte du secteur nous explique à quel point la situation française est critique et qu'est-ce qui explique qu'on est à ce point dans la sauce. C'était dans cette vidéo.